Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur nos chers manipulateurs pervers et cette fois sans le digne, l'estimable et l'agréable chat Jules Cholestérol qui me vole littéralement la vedette quand il paraît sur une vidéo. Alors je vais vous lire et je vais également commenter un email que j'ai reçu il y a quelques jours d'une personne qui tient à rester anonyme, une personne qui regarde mes vidéos, qui m'envoie des messages de temps en temps. Et je vais donc faire allusion, elle fait allusion donc à ce qu'elle a vu dans une autre vidéo d'une personne que je ne citerai pas, ça n'a pas d'importance ni d'intérêt, et je commenterai ce qu'elle nous raconte en faisant appel à des exemples personnels. Alors, cher Pierre, d'abord j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de quelque chose de très intéressant et qui pourrait vous intéresser, il s'agit des neurosciences. C'est suite à une vidéo où quelque chose m'a interpellé. Je pense que si les pervers narcissiques nous font autant de mal, c'est parce qu'ils activent deux zones en même temps de notre cerveau. Exemple. Quelqu'un reçoit une carte de condoléances avec un petit mot aimable écrit dessus et par-dessus encore un post-it où il est écrit l'adresse et la date du notaire pour régler l'héritage. C'est tout à fait l'œuvre d'un pervers narcissique de faire cela. La sphère du cerveau qui s'occupe de tout ce qui est logique va être interpellée par la date du rendez-vous et en même temps la zone du cerveau qui s'occupe de tout ce qui est émotionnel va plus faire attention au mot gentil qui est écrit dessus. Comment va-t-elle répondre à cette carte? Elle hésitera parce que les deux zones du cerveau ont été mêlées dans un même message, donc sidération. Donc l'exemple que prend cette personne qui tient donc à rester anonyme effectivement, renvoie à deux choses contradictoires, l'aspect émotionnel d'un côté et l'aspect concret, technique, réaliste de l'autre. En fait, on ne sait pas sur quelle dimension fonctionner, et à la limite, je dirais que c'est plus une façon de présenter les choses, peut-être qui ne colle pas, puisque la personne, en fait, sépare les deux zones. D'un côté, il y a le petit carton, la petite lettre, qui concerne l'aspect, on va dire, affectif, émotionnel, et de l'autre, un post-it qui est donc séparé du premier message, qui renvoie à l'aspect technique, concret de la situation de décès. En fait, si, je pense, le pervers ou la perverse avait écrit un message qui aurait abordé les deux questions de façon un petit peu élégante, quoi, je pense qu'on n'aurait pas cette sensation. C'est le fait que ça soit sans doute écrit sur deux supports différents, l'un qui respecte finalement les normes, comment dire, de vie en société, comment se comporter en situation de deuil, et l'autre qui renvoie à quelque chose de plus concret et qui renvoie aussi aux normes de vie de société. Mais j'ai envie de dire que peut-être cet exemple, je ne suis pas sûr que ce soit peut-être le mieux choisi, mais c'est intéressant quand même, hein. Je ne veux pas critiquer celle qui m'a envoyé ça, hein, c'est pas le problème. Mais dans les deux cas, on peut avoir affaire à quelqu'un qui n'a pas d'émotion, puisque tout dépend aussi de la façon dont il a rédigé ce message, on va dire, un petit peu affectif, de condoléances, puisque ça peut ne renvoyer à rien d'émotionnel. Simplement, le pervers ou la perverse aura écrit quelque chose qui correspond à une norme rédactionnelle, une norme de vie en société qui ne correspondra à rien de profond. Elle se dit, tiens, voyons, il y a eu un décès, donc je dois verser une larme et envoyer un petit message gentil aux autres héritiers. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Et de l'autre, on a l'aspect très concret, mais cette personne n'a pas, je dirais, l'intelligence émotionnelle, affective, je ne sais pas comment on peut la qualifier. Je n'aime pas trop l'expression intelligence du cœur, je la trouve un peu niaise, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, pour relier les deux justement. Et là, on peut dire qu'on fait effectivement appel à deux zones du cerveau, mais je ne suis même pas sûr que ça soit pour nous perturber. J'ai l'impression surtout qu'elle n'y comprend rien à rien, quoi. La personne, elle a tellement peu de sentiments, d'émotions, qu'elle ne voit pas le problème finalement. Elle
elle applique deux normes. La norme, on fait semblant de s'apitoyer, on fait semblant de s'apitoyer en envoyant des condoléances, on fait semblant parce qu'il faut envoyer une carte, mais on n'y croit pas une seconde. Et de l'autre, ben, il faut revenir aux choses concrètes. Et hop, maintenant qu'on on a pleuré ce qu'il convenait de pleurer, on a versé le nombre de larmes convenues, passons aux choses sérieuses. Voilà, l'héritage. Bon. Mais effectivement, on peut penser que ça fait appel à deux zones du cerveau différentes. Et mais là, je ne pense pas, avec cet exemple, bon, qui est peut-être pris au hasard, que ça soit volontaire. C'est simplement la personnalité, à mon avis, de la personne manipulatrice qui ne peut pas comprendre réellement en profondeur ce qu'elle raconte, en fait. Voilà. Elle prend ensuite, cette personne, un deuxième exemple. Voilà l'exemple en question. Une personne vous offre une boîte de chocolat, elle arrive chez vous, elle balance les boîtes de chocolat sur la table sans vous la donner main dans la main. Alors vous êtes content de la boîte de chocolat, mais vous êtes un petit peu surpris du geste. Et donc finalement, vous oubliez de dire merci. Alors là, effectivement, cette personne qui vous offre ces chocolats et qui vous la balance comme ça, bon, ce n'est pas forcément une personne perverse, mais on va partir du fait que c'est une personne perverse, parce que sinon on ne peut plus raisonner. Hein. Si c'est une personne qui n'est pas perverse, par exemple, ça peut être aussi quelqu'un de très pudique, qui n'ose pas, qui est très gêné quand elle est dans le cadre d'une relation un petit peu affective et qu'elle doit faire un cadeau, par exemple. Elle se sent gênée, donc elle balance la boîte pour dire « Ah bah tiens, prends ça, toi ». Mais ça peut être de quelqu'un de très bien. Mais on va partir du principe que ce n'est pas quelqu'un de très bien. Alors, comment on peut comprendre ça ? Elle peut, comme dans l'exemple précédent, on peut faire l'hypothèse que la personne ne comprend pas le geste, c'est-à-dire qu'elle le fait parce qu'il est séant, il est bien séant d'offrir un cadeau quand on arrive chez quelqu'un, et là c'est peut-être vers Noël, donc voyons, Noël, qu'est-ce qu'on fait? Chocolat. C'est un peu le cadeau bateau, hein, banal. Rappelez-vous Martine Carole qui expliquait que juste avant les fêtes, elle offrait des boîtes de chocolat aux gens qui ne lui tenaient pas tellement à cœur. Hein. Les marrons glacés, pardon, c'était. Voilà. C'était très maladroit de sa part d'ailleurs de dire ça, puisque les personnes le lisaient. Hein, et donc elle savait dans quelle catégorie elle les mettait. Et là, on peut se dire que c'est un geste de convenance qui est fait sans véritable profondeur. Et d'ailleurs, le fait que ça soit une boîte de chocolat, c'est un peu bateau, un peu banal, peut-être. Hein, peut-être. Hein. Ça peut être aussi un chocolat de grande qualité qui montre que ce n'est pas banal et qui montre que la personne, n'ayant pas, comment dire, cette notion de réellement faire plaisir, va prendre le cadeau le plus ordinaire qui soit, ou parce qu'elle ne connaît pas son interlocuteur aussi. Hein. Ça peut être comme le pervers veut ou la perverse veut répondre à des normes sociales pour être agréée socialement, pour être bien vue, elle va répondre à ces normes. Dans les deux cas, ça peut s'expliquer comme ça. Et voilà. Et donc le fait qu'elle balance la boîte, par contre, ça ne correspond pas à une norme. Donc mon explication ne tient peut-être pas forcément. Et on peut penser que, effectivement, là, dans ce cas, plus que dans l'autre, c'est pour nous déstabiliser, pour qu'on se dise, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Elle est gentille ou méchante? Elle est gentille quand même parce qu'elle m'offre une boîte de chocolat, mais en même temps, elle le fait de si mauvais cœur que son geste annule en quelque sorte le cadeau. C'est annulé, c'est abominable, moi je trouve. Voilà. Et je vais vous citer, attendez, je vais voir si tout fonctionne et je reviens. Oui, tout fonctionne. Hein. Donc j'ai aussi deux exemples personnels que j'avais déjà cités précédemment. C'était une lettre que j'avais reçue d'un manipulateur, hein, vraiment typique, pervers. Hein. Et dans cette lettre, je ne vais pas vous raconter ce qu'il y avait dans cette lettre, je ne l'ai pas gardée d'ailleurs. J'aurais dû, hein, comme ça j'aurais pu vous la lire. Moi j'ai eu le sentiment qu'il voulait à la fois, tenez-vous bien, que je reste en relation avec lui et qu'en même temps je ne reste pas en relation avec lui, ou que je m'implique avec lui dans une relation, mais que je fasse cette relation sans m'impliquer. Voilà. C'était incompréhensible et j'étais perplexe, et ça tétanise complètement. Et c'est ce qu'on appelle là une double contrainte très nette. Et dans les autres cas, il y a effectivement, c'est pas exactement la double contrainte, enfin,
Si, c'est un peu ça. Il y a à la fois comment dire, le cadeau qui est fait positif de chocolat, par exemple, hein, et en même temps, on te dit, je t'aime puisque je t'offre une boîte de chocolat, et je ne t'aime pas puisque je te la balance à la figure. Dans l'autre cas, avec le notaire, on dit, je t'aime puisque je prends la peine de t'adresser des condoléances et de pleurnicher, en fait, dans ma lettre, et en même temps, je me fous de ta gueule, puisque je mets un post-it vraiment désinvolte qui parle finalement de choses très concrètes liées à l'argent, à l'héritage, etc. Voilà, on a un peu des doubles contraintes, et elles sont là, à mon avis, hein, peut-être parce que... Alors, il y a plusieurs hypothèses. À mon avis, c'est pour nous déstabiliser. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable, la plus logique qu'on utilise habituellement. Mais moi, vous savez que je cherche un petit peu la petite bête. Je me dis que ça peut être une personne de tellement déstabilisée qu'elle n'est même plus capable de faire... elle passe d'un état à l'autre. Et il y a aussi une troisième explication, c'est qu'en fait, l'aspect gentil ne correspond à rien dans son esprit. Elle le fait juste par convention sociale, pour être bien vue de la personne, pour la manipuler et de l'extérieur. Et après, elle revient elle-même subitement. Ah ben non, sa vraie nature revient peut-être, et elle redevient méchante en quelque sorte. Bon, moi je pense plutôt je pense plutôt à l'hypothèse que la plus courante, c'est pour nous déstabiliser. Mais en même temps, c'est tellement absurde, cette double contrainte, comme soyez spontané, hein, l'exemple qu'on donne pour expliciter ce qu'est la double contrainte, c'est tellement absurde qu'on se dit qu'il y a quand même un dysfonctionnement psychologique en plus de la méchanceté, enfin, parce que c'est gros. Mais en même temps, ça déstabilise, ça nous déstabilise, et tant qu'on n'a pas compris le phénomène des pervers, on ne comprend absolument pas. On pense que c'est de la pudeur, que c'est un trouble mental, elle déraille, cette personne, elle est très gentille, elle m'aime beaucoup, mais elle déraille, elle est pudique, elle est trop sensible, mais on ne voit pas. Mais qu'une fois qu'on a compris, on voit. Et parfois, ça peut être l'histoire de la boîte de chocolat, ça peut effectivement être une personne qui fait preuve de beaucoup de pudeur et qui va vous balancer la boîte, comme pour annuler l'aspect trop émotionnel de son cadeau. Bon, toutes les hypothèses sont lancées, mais je vous laisse choisir celle qui vous conviendra le mieux. Mais moi, je pense plutôt quand même pour la volonté de déstabiliser. Alors, je continue le message de cette personne. Quand on analyse les messages de pervers narcissiques, on se rend compte systématiquement qu'il a essayé dans le même message de créer à chaque fois des courts-circuits entre différentes zones du cerveau. Volontaire ou pas. Alors, la notion de volonté, d'ailleurs, dans le cas du pervers, ce n'est pas clair, puisque c'est volontaire si on veut, mais c'est involontaire puisque c'est dans sa nature. C'est comme nous, nous mangeons volontairement, puisque nous avons besoin de manger pour vivre, mais ce n'est pas un acte volontaire, puisque c'est dans notre nature. Ça implique notre survie, vous voyez? Donc, le terme volontaire ou pas est ambigu aussi. Hein. Et il ne nous laisse pas la possibilité de lui parler, car il nous laisse en sidération. Voilà. Là, par contre, c'est tout à fait vrai. Ça nous au lieu d'entrer en relation avec lui, on se met à réfléchir, surtout si c'est une lettre. D'ailleurs, cette double contrainte, on l'observe surtout par mail et par lettre, j'ai remarqué. Parfois, je l'ai observé, je vous dirais, en vrai. J'étais dans une voiture, donc avec un pervers, et il me dit tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée de ma vie. Bon, je n'avais rien demandé, hein, j'ai pas envie qu'on me dise ça, puis ça m'angoisserait qu'on me dise ça. En admettant que ce soit vrai, ça m'angoisserait terriblement. Parce que j'aurais peur de ne plus être à la hauteur, et je me dirais, ah bah si je suis si intéressant que ça, je suis passé vraiment à côté de ma vie, j'étais con, hein. C'est pas possible, voilà. Donc moi ça me plaît pas qu'on me dise ça, surtout pas, ça m'angoisse plutôt. En admettant que ça soit vrai, mais c'était pas vrai dans son cas. Et quelques secondes après, il éclate de rire, il dit, ah 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 ah, ce n'est pas vrai. Et là, j'étais effectivement sidéré. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, c'est quelqu'un de trop pudique, qui m'aime beaucoup, il n'ose pas. Ou alors, il est fou. Voilà ce qui m'est venu à l'époque, parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Hein. J'étais complètement novice. Et je commençais à me dire, il a quelque chose qui ne va pas, ce gars-là. Enfin, il est vraiment bizarre. Hein. Mais je ne connaissais pas les systèmes de l'histoire de pervers, narcissiques ou pas, d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, la sidération, effectivement. Hein. Je trouve qu'il serait très intéressant d'analyser et de faire même des imageries du cerveau quand il fait face à des messages du PN
Je pense que la science sera intéressée prochainement à ça, et je pense d'ailleurs que pour l'instant notre humanité n'est pas encore assez développée pour pouvoir y faire face. Seuls quelques humains ont le cerveau extrêmement développé, et l'intériorité et la structure intérieure pour faire face aujourd'hui au PN, ils sont d'assez peu nombreux sur Terre. Ah là, je suis peut-être pas tout à fait d'accord, puisque je pense qu'une fois qu'on a compris les grandes lignes du sujet, on peut y faire face. Hein. En étant très novice, non. Ou alors en étant... parce que parfois on ne peut pas répondre finalement à un pervers, parce que ça peut être par exemple notre supérieur hiérarchique, notre patron. Ça peut être quelqu'un qui est dans un parti politique, notre chef de section, je ne sais pas, moi je pense à ça parce que, bon, j'ai pas eu de chef de section pervers hein, quand j'étais au PS, mais ça peut être ça, et donc on n'ose pas remettre en cause parfois la pensée dominante. Le reste sont des personnes qui sont très douées mais qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agissait. Nous devons bien comprendre, de dire ce qui se passe. Face au pervers narcissique, nous sommes un peu dans la posture du petit enfant de 8 ans qui ne sait pas comment faire et qui trouve ça bizarre, tellement bizarre, qu'il n'ose pas en parler. Oui, certains n'osent pas en parler, mais moi j'ai quand même la langue bien pendue et je suis allé très vite sur des forums et grâce à ça j'ai compris. On m'a donné des pistes sans... parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai fini par savoir, donc bon, on finit par savoir grâce notamment à Internet. Hein. Nous devons développer notre maturité, nous devons agir, vraiment agir comme des adultes dans nos vies, et plus nous allons être adultes, et moins nous serons les victimes de ces personnes. Je dirais, il faut se faire confiance à son jugement. C'est vrai que plus on est intelligent, plus on doute, on va dire ça encore, hein, on va le répéter, ce qui est la vérité, mais au bout d'un moment, il y a des choses invariantes dont on est sûr, et il faut se fier à son jugement. Alors moi, le problème que je peux avoir, c'est que je mets mes informations dans une sorte de structure transitoire avant de les traiter, une sorte de sas, et c'est le lendemain souvent que j'arrive à une conclusion. Sur le moment, elles passent, et je ne peux pas les analyser directement. Et souvent, d'ailleurs, la conversation se poursuit, et c'est ce qui s'est passé lors d'une conversation avec une personne un peu particulière, et elle m'a raconté des choses comme l'homosexualité est une perversion, bien qu'il y ait quelques homos non pervers, l'homosexualité est un choix, etc. Des choses aberrantes de ce genre-là, hein, que malheureusement beaucoup cautionnent. Et sur le moment, la conversation filait et je n'ai pas pu l'analyser, m'arrêter sur chaque point. Voilà. Et par contre, j'aurais été en face à face avec la personne et non au téléphone, peut-être que j'aurais pu l'analyser. Ce qui ne signifie pas que nous perdons notre âme d'enfant, bien au contraire. Quand j'entends adulte, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus responsable. Voilà, je voulais vous dire ça parce que j'étais persuadé que ça pourrait vous intéresser. Sachez par ailleurs, je n'ai pas pu ces derniers temps me relancer dans les lectures, que j'attends avec beaucoup de hâte la dernière quinzaine de juin de vacances, où je vais enfin pouvoir lire et vous écrire un peu plus ce que je pense à propos des 2 derniers livres que vous m'avez envoyés. Bon là c'est un peu hors sujet, hein. 2 derniers livres dont un ne sera pas forcément compris, enfin apprécié par des gens qui sont hors de la famille. C'est un livre très personnel, familial, et l'autre par contre peut l'être. Hein. L'un peut l'être par des personnes qui ont une certaine sensibilité et qui ne croient pas bêtement qu'un livre intelligent est un livre qui vous apprend concrètement des choses. Ce n'est pas ça. Un livre intelligent, c'est un livre qui va vous faire réfléchir, qui va vous dire, tiens, l'auteur dit ça, ça m'énerve qu'il dise ça, je trouve ça bête, mais ça me fait penser à ça, et ça me fait réfléchir, et ça m'aide moi-même à me positionner, à me diriger vers d'autres livres pour approfondir le sujet, etc. Voilà, c'est ça. Même un livre qu'on trouve mauvais peut être important. Pourquoi? Parce qu'il peut nous inciter justement à faire mieux, à réfléchir, à nous dire, tiens, ce livre ne me plaît pas, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est le sujet? Parce qu'il y a des livres qui sont excellents, mais qu'on n'appréciera pas. Et pour être un vrai critique, c'est vraiment très difficile. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sur Terre sont capables d'être de vrais critiques. Il faut vraiment connaître le sujet dont parle l'auteur pour savoir si c'est pertinent ou pas en fait. Hein. C'est très difficile d'être critique. Et un critique ne dit pas j'aime ou j'aime pas un livre. Il peut très bien détester un bouquin et le trouver excellent. C'est ça que j'aimerais, je ferai peut-être des vidéos là-dessus pour faire passer mon message. Hein. Ça, c'est ça le vrai critique. C'est pas, moi, je suis pas capable d'être vrai critique. Hein. J'en suis incapable. Sauf pour des domaines que je maîtrise vraiment.
Mais encore, j'en maîtrise tellement peu que je ne me mouillerai pas. Bon, je suis vrai critique quand je lis un livre d'Agnès Martin-Lugan, parce que là, vraiment, point n'est besoin d'être un grand littéraire ou un grand critique, point n'est besoin d'avoir de hautes connaissances en littérature ou dans n'importe quel autre domaine pour se rendre compte que quelque chose ne va pas, que ça ne va pas, quoi. Voilà, c'est autre chose, hein. Euh, Finalement, au bout d'un certain temps, l'essentiel, ce n'est pas d'être ami dans le sens relation, il s'agit plus d'une amitié dans le sens où l'on reconnaît l'existence de l'autre, on sait que l'autre existe, et c'est ça une valeur inestimable. Savoir que l'autre existe, ça remplit de bonheur. Alors, effectivement, euh, alors là, il faut l'interpréter de différentes manières. C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on soit toujours dans cette dynamique-là. Et parfois, je pense même qu'on imite un peu les pervers narcissiques puisqu'on utilise les autres à sa façon. Par exemple, un jour ça ne va pas, enfin moi je le fais de moins en moins ça, parce que j'essaie de trouver des ressources en moi-même, mais parfois on utilise les autres pour parler d'un problème qu'on a, c'est plus un autre, c'est plus une oreille écoutante que la personne en tant que telle. Bon, les amis, c'est aussi ça, parce que on l'utilise plus comme une oreille. D'un autre côté, si on utilise telle ou telle personne comme une oreille, c'est qu'on lui attribue à cette personne une certaine valeur, une valeur d'écoute, d'être capable d'écouter, et donc ça renvoie quand même à la personne en tant que telle. Mais en même temps, on l'utilise d'une certaine manière. Enfin voilà. Voilà, sur cette dernière réflexion, qui mériterait sans doute de très longs développements, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.